ça, donc bonjour à toutes et à tous, rebonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je tiens tout particulièrement à remercier Anthony Saudret et aussi Paul Martin qui me permettent d'intervenir au sein d'un colloque aussi stimulant. Je vais essayer de rattraper les interventions d'hier puisque ça a été très intéressant de vous entendre hier soir. Si j'interviens aujourd'hui à propos d'Adolphe Lemoine-Montigny et de son travail de mise en scène, c'est que dès la lecture du nom du colloque, j'ai immédiatement pensé à lui et à ses pratiques scéniques, prémices d'une mise en scène contemporaine. J'ai en effet eu un réel plaisir à travailler sur lui pendant mes années de thèse, et plus précisément sur sa direction du théâtre du Gymnase, qu'il dirige particulièrement longtemps, de 1844 à 1880, ce qui est très long. Il y a beaucoup de directeurs du XIXe siècle qui faisaient quelques années, puis qui partaient avec littéralement la caisse sous le bras. Donc il reste très très longtemps, et une durée qui lui permet justement d'expérimenter sa pratique. Je ne vais bien évidemment pas tout de suite entrer dans le vif du sujet et vais dans un premier temps vous présenter Adolphe Lemoine-Montigny et l'impact de son travail sur la scène qu'il dirige, avant de vous présenter plus précisément son travail afin d'obtenir cette illusion au plus proche du réel, j'aurais pu dire au plus proche de la vérité, auprès de ses comédiens de la troupe et dans la mise en scène des pièces créées sur la scène de son théâtre. Adolphe-Auguste Lemoine, dit Lemoine-Montigny, voire Montigny, j'appellerais essentiellement Montigny, né en 1805 à Mons, en Belgique. Alors rassurez-vous, je ne vais pas faire l'intégralité de sa biographie, mais ça a du sens que je remonte jusqu'à sa naissance. Il naît au sein d'une fratrie composée de Gustave, le futur époux de la célèbre compositrice Louisa Puget, et d'Édouard, tous deux futurs auteurs dramatiques à succès, mais également futurs membres de l'administration du théâtre du Gymnase, sous la direction de leur frère. Il effectue une scolarité exemplaire. Il va partir à Paris, au lycée Sainte-Barbe, donc de Paris, où lors des pauses, il prend tout de même un certain plaisir à distraire ses camarades, comme nous le raconte par exemple Désiré Nisard, homme de lettres et camarade de Montigny, je le cite. Le plus grave et le plus appliqué dans la classe. Dans la cour, il n'avait pas son égal pour l'enjouement et l'entrain. Il excellait dès ce temps-là à grimer son visage expressif et mobile. Il prenait à volonté toutes les expressions, depuis les plus tragiques jusqu'aux plus bouffonnes. Nous lui redemandions souvent la scène des deux vieilles gens, le mari et la femme, tous les deux affligés d'une bouche torte, qui, au moment de se mettre au lit, veulent éteindre la chandelle. Tous les deux soufflent, à qui mieux, l'un de droite, l'autre de gauche, à côté de la mèche qui en éclaire de plus belle. Je passe un petit peu. Notre ami faisait les deux rôles à la fois. Son jeu de figure, ses intonations, son geste nous mettait sous les yeux le vieux ménage. Je laisse penser si nous passions un bon moment. Après avoir bien ri, il y a là, disons-nous gravement, une vocation d'acteur. Or, toute vocation oblige et tout talent appartient au public. Et c'était à qui pousserait notre camarade à se faire acteur. Et oui, Montigny a été comédien. Il entre au conservatoire et joue pour la Comédie Française, notamment dans Hernani de Victor Hugo en 1830. Et il est déjà très intéressé par la pratique de la scène. Il demande au comité de la Comédie Française un laissez-passer pour suivre l'intégralité des répétitions, justement sur la scène du théâtre français, en précisant, je le cite, « Je n'ai encore qu'une vocation bien prononcée pour la profession que j'embrasse, mais aucune des qualités indispensables qu'on n'acquiert que par une étude longue et continue. Car, je le cite à nouveau, s'il n'est dans les arts un moyen d'approcher de la perfection, c'est étudier à l'école de ceux pour qui l'art n'a plus de difficultés, parce qu'ils en ont pénétré tous les secrets. » Alors la demande est malheureusement refusée, mais illustre déjà son intérêt pour la mise en scène et pour son intérêt pour la direction des comédiens, pour observer toutes ces répétitions. Je passe un peu. Montigny va quitter la Comédie Française pour d'autres théâtres secondaires. On trouve qu'il est beaucoup plus amusant dans le mélodrame, qui a été cité un peu plus tôt, que dans la comédie ou la grande tragédie, tels que le théâtre de l'ambigu-comique ou le théâtre des nouveautés. Parallèlement, il se met à écrire pour ces théâtres, ainsi que pour celui des Folies dramatiques, se donnant parfois le rôle principal. En 1838, il prend la direction du théâtre de la Gaîté avec Henri-Horace Meyer, pour lequel il écrit exclusivement, parfois en collaboration avec son codirecteur. Alors justement, cette lithographie date de sa période de sa direction du théâtre de la Gaîté. Avant de prendre la direction du théâtre du Gymnase en 1844, où il peut, enfin, expérimenter ses idées et ses diverses pratiques. Alors j'ai volontairement pris un peu de temps pour le représenter, pour revenir sur ces détails qui, à mon sens, expliquent ses pratiques innovantes en tant que metteur en scène.
Il a été comédien, il a été auteur dramatique et il s'est toujours intéressé au processus de création. Dans ce théâtre, il n'est plus comédien, il n'est plus auteur dramatique, il s'est engagé auprès du ministère craintif d'un directeur-auteur. En tout cas, à cette période, le ministère a plutôt peur qu'un auteur prenne la direction et ne joue que ses textes, donc il va s'engager à ne plus écrire, mais il accompagne de très près les auteurs dramatiques qui rejoignent la scène du théâtre du Gymnase. Par exemple, Alexandre Dumas fils, Émile Augier, Victorien Sardou ou encore Georges Sand, qui va même venir demander conseil auprès de Montigny. Il dirige strictement ses comédiens et il se charge intégralement de la mise en scène. Grâce à ces années de pratique, une fois que la situation du théâtre du Gymnase est stabilisée, alors petite parenthèse sur le théâtre du Gymnase, quand il arrive en 1844, la précédente direction, la première direction, est celle de Delestre Poisson et de Cerbère qui vont se fâcher avec Eugène Scribe, directeur de la SACD, donc de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Ils n'auront donc plus le droit de travailler avec des auteurs de la SACD. Les auteurs vont quitter le théâtre, le public va quitter le théâtre, et donc le théâtre va être vide. Et tout le monde est ravi de l'arrivée de Montigny à cette direction qui, justement, est soutenue par ces auteurs de la SACD. D'ailleurs, Eugène Scribe va beaucoup écrire pour ce théâtre. Montigny fait son possible pour s'approcher le plus possible de ce que le journaliste Achille Achintre du Figaro appelle une vérité photographique. Pour cela, il va le faire dès les répétitions avec les comédiens de sa troupe. Alors ici, j'ai mis une lithographie, une image de la troupe du théâtre du Gymnase en 1847. Vous pouvez l'apercevoir, j'aimerais vous le montrer, mais juste ici, hop, au-dessus, avec des lunettes, pas très souriant, mais tout en haut. Et donc, vous avez toute la troupe du théâtre du Gymnase qui bouge très peu. Hein. C'est vraiment des comédiens qui vont rester très longtemps, qui sont assez reconnus. Je pourrais presque revenir sur différents noms, mais il y en a certains même qui rentrent à la Comédie Française. Pour cela, il va le faire dès les répétitions avec les comédiens de la troupe, comme je le disais. En effet, dans un premier temps, plutôt éloigné de cette vérité photographique, Montigny s'intéresse au jeu des comédiens qu'il désire naturel, réaliste. Il désire en faire une illusion du réel. Afin que les comédiens disent leur texte le plus naturellement possible, il comprend vite qu'il faut s'occuper et qu'il faut occuper leur corps en scène et met alors en place ce que nous surnommons le système de l'encombrement. Il encombrait volontairement la scène d'accessoires et de décors lors des premières répétitions, gênant ainsi les déplacements classiques entre guillemets des comédiens. Un exercice qui se rapproche, à mon sens, beaucoup des pratiques contemporaines, puisque les comédiens récitent leur texte tout en évitant soigneusement divers objets sur la scène. Avec leur attention ainsi prise par diverses pensées, le texte sort différemment et donc plus spontanément. Frédéric Febvre, dans Journal d'un comédien, écrit à ce propos en 1896, je le cite, « Montigny avait pour principe d'encombrer, d'abord, toute la scène de meubles et de bibelots, se réservant le soin de guider l'artiste dans ce labyrinthe et de l'aider à se débrouiller au milieu de ce bric-à-brac voulu. Grâce à cette science, que M. Montigny possédait à un si haut degré, l'ordre s'établissait peu à peu, et ce qui, tout à l'heure encore, semblait être un obstacle au mouvement des personnages, devenait le prétexte d'une attitude heureuse, d'un jeu de scène ingénieux. » Frédéric Febvre ajoute dans un article pour Le Figaro un peu plus tôt, en 1886, je le cite, « C'était à l'artiste de se débrouiller au milieu de ce bric-à-brac. Peu à peu, l'ordre se faisait, on allait et venait. » Plus les répétitions d'une pièce avançaient, alors il y avait beaucoup de répétitions, et plus les comédiens trouvent les mots et les attitudes justes allant avec la pièce représentée. Au fur et à mesure, la scène est libérée de tous ses accessoires et objets, et le décor sur la scène prend peu à peu la forme finale de la pièce à venir. Mais finalement, la scène n'est pas tant que ça désencombrée, tant allégée que cela, comme l'écrit Albert Lambret en 1892 dans son article sur les planches dans la revue d'art dramatique, je le cite, « Montigny, maître très habile, procédait souvent ainsi. Il voulait assujettir les artistes aux difficultés d'un décor très meublé. Il emplissait toute la scène au hasard, table au milieu, chaises, canapé, causeuse, piano, tabouret, pouf, console, etc., etc. À peine restait-il quelques ruelles parmi cet encombrement. Là-dedans, il fallait se dépêtrer, jouer la comédie. Montigny prétendait, avec raison, que dans la vie, il en était ainsi, et qu'on vivait, marchait dans des salons, dans des appartements surchargés de meubles, de bibelots, d'accessoires abondants, et qu'on y jouait toutes les scènes possibles en se servant de ces mêmes obstacles. Absolument vrai. Et il donnait, disait-il, ainsi l'impression exacte de la nature, et un grand effet de vérité à la comédie moderne. L'une des théories
les plus connus de Montigny est la table placée au milieu de la scène, Montigny's Famous Center Table, nommée ainsi par le chercheur Marvin Carlson dans son article de 1971 intitulé French Stage Composition from Hugo to Zola. Même si nous pouvons douter quelque peu de l'anecdote souvent répétée qui raconte qu'un jour, lors d'une répétition, Montigny, lassé de voir ses comédiens échanger leur dialogue côte à côte, comme il était quelque peu l'usage, installe une table en plein milieu de la scène et l'entoure de chaises. Désiré Nizar, son camarade d'école, devenu homme de lettres, l'explique ainsi, je le cite. « Montigny vient, il prend la table et la pose au milieu de la scène, à la place même qu'occupe la table dans un salon ou dans une salle à manger. Par ce simple changement, une mise en scène nouvelle rapproche la comédie de la vie réelle. » Germain Babst, dans son essai sur l'histoire du théâtre de 1893, ajoute qu'il demande alors aux comédiens de s'installer autour de cette table et de réagir, je le cite, comme on le fait dans la réalité. Et ainsi, je cite à nouveau, les acteurs, au lieu de se causer debout sans se regarder, s'assirent et parlèrent naturellement en se regardant. Une pratique très nouvelle, mais aussi très actuelle, puisque les comédiens, en faisant comme on le fait dans la réalité, je reprends les termes, sont alors incités à s'attacher à leur propre expérience de vie quotidienne. Au-delà de l'exemple de cette table posée au centre de la scène, Montigny demande à ses comédiens de faire des activités de la vie de tous les jours sur la scène, en entrant par exemple en contact avec un accessoire. Ils vont lire un livre, ils vont faire de la couture, etc. Mais également entre comédiens, converser au fond, des jeux de regard, etc. Alors, pour vous donner des exemples, parce que je trouve ça toujours intéressant, je vous montre un premier relevé de mise en scène qui fait presque penser à l'extrait à l'aperçu après la répétition d'Ingmar Bergman, mais c'est un petit peu différent. Donc ce relevé de mise en scène du début du premier acte de la comédie Philibert d'Émile Augier, créé le 19 mars 1853 sur la scène du Théâtre du Gymnase. Donc c'est une histoire que l'on compare un petit peu à Cendrillon. Philibert a une belle-mère odieuse qui va lui faire croire que ce n'est que de la laideur en elle, et donc on va la demander en mariage et elle pense que c'est juste pour sa dot et finalement c'est par amour. Enfin voilà, c'est un petit résumé de l'histoire de Philibert. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Je cite Corbeil à broderie, album, glace à main sur la table. Donc je reviendrai plus tard sur la place majeure des accessoires pour Montigny. Puis, je cite à nouveau, au lever du rideau, Philibert sur le canapé de gauche est en train de broder. Toutes les portes sont fermées. Julie arrange ses cheveux devant la glace de la console du fond à droite. Une fois le contrat signé par les témoins, donc c'est la première réplique donnée par Julie, Julie se tournant vers sa sœur sans quitter sa place. Alors cela peut sembler extrêmement minime, mais cela n'est, selon moi, pas anodin. Immédiatement, le spectateur a une illusion du réel. Dans un premier temps, il découvre les deux sœurs dans leur activité du quotidien, et cet aspect réel aurait probablement été perdu si Julie se levait, se mettait face à la scène et s'adressait à Philibert. Ici, le spectateur a presque le sentiment de prendre en cours une conversation naturelle entre les deux sœurs, comme si le rideau se levait et la conversation avait déjà débuté. Julie parle tout en se coiffant au fond à droite, à court donc, de la scène. Toujours dans cette idée, voici le relevé d'une seconde d'une seconde pièce, de la deuxième scène du troisième acte de la comédie Un père prodigue d'Alexandre Dumas fils. Alors le titre n'est pas anodin, il y a beaucoup de titres en lien avec la paternité, il y a un fils naturel, etc. Mais Un père prodigue créé le 30 novembre 1859 sur la scène du Théâtre du Gymnase. Je cite le conte. Ne lui répondez donc pas. On a le 1 et quand on regarde, le compte va à gauche. Si vous êtes sa femme, vous êtes ma fille, et j'ai aussi mes droits. Prends garde, tu vieillis, mon garçon, tu vieillis. 2. Hélène gagne un peu à droite. Tu deviens un mari ordinaire. Tu tournes au père Prudhomme. 3. Le comte revient auprès d'André. Tiens, tu es de mauvaise humeur parce que j'ai embrassé ta femme tout à l'heure, au moment où tu comptais être embrassé. Pourquoi es-tu si lambin ? Allons, on ne recommencera plus. On ne lui baisera plus que la main à ta femme. Es-tu content ? 4. On comprend la didascalie gardée à Hélène. Il est comme ça. Vous ne le connaissez pas encore, vous allez voir. 5. André passe numéro 1. Alors, je n'ai pas mis le plan dessiné à côté, mais numéro 1, c'est un objet qui est dessiné sur le plan de mise en scène. André passe numéro 1 devant le comte en faisant la moue. Le comte va auprès d'Hélène, à André. Et puis, aujourd'hui, on n'ira pas faire de visite avec elle. C'est toi qui iras. Là, est-ce bien ainsi ? Eh bien, faites une petite risette à votre papa. 6. Le comte passe la main droite sous le menton d'André qui se lève en riant.
André, il n'y a pas moyen d'être sérieux avec toi, etc., etc. Donc cet exemple, avec des ajouts précisés au sein de cette tirade, permet tout de suite de donner une autre dimension au texte, de donner de l'animer, et notamment sur les rapports de force, si j'ose dire, entre le père et son fils, notamment avec cette main sous le menton que le conte fait à son fils. C'est beaucoup plus réel. Les personnages bougent, le conte va sur la gauche, s'approche d'Hélène, les personnages réagissent, André va faire la moue, va rire en se levant, donc il y a vraiment tout ça qui est ajouté, nourrissant le jeu du conte. Puisque oui, sur la scène du théâtre du gymnase, les comédiens bougent beaucoup, mais de façon très claire. C'est ce que Montigny surnomme l'art de l'ensemble. Cette prise de conscience est due entre autres à l'exercice de l'encombrement lors des répétitions, parce qu'il y a vraiment une prise de conscience de la scène qui va être faite par les comédiens. Et selon le chercheur Sven Eriksson, dans son article Percée du réalisme dans le théâtre français du XIXe siècle, je le cite, Montigny vise à une libéralisation de l'art dramatique. Marvin Carlson ajoute que Montigny provoque un changement majeur dans les schémas des mouvements des comédiens. Une idée qui n'est pas due à une analyse poussée des années après son décès, puisque Marvin Carlson et Sven Eriksson sont du XXe siècle, puisque son contemporain, le célèbre critique Francisque Sarcey, écrit à propos du directeur l'année de son décès. Alors, petite parenthèse, Montigny décède l'année où il quitte le théâtre du gymnase, donc vraiment on peut dire qu'il y a donné sa vie. Donc je cite Francisque Sarcey, « C'est encore Monsieur Montigny qui, le premier, a dressé ses pensionnaires à l'art aujourd'hui fort connu d'évoluer sans embarras dans des salons meublés. De se servir des 1000 détails de cette mise en scène, plus exacts pour donner à leur allure une plus vive apparence de vérité. » Au-delà des déplacements, Montigny donc incite les comédiens à prendre avec eux des accessoires ou des éléments de décor, comme je le disais, comme par exemple des chaises, surnommées chaises volantes dans les relevés de mise en scène. Donc on comprend que c'est un élément de décor qui va bouger. Francisque Sarcey, dans un article pour Le Temps, donne un exemple du travail que Montigny effectue avec ses comédiens, notamment ce rapport avec la chaise volante, lors d'un travail de répétition avec les comédiens Poujol et Blanche Pierson, qu'on a aperçu un petit peu plus tôt pour certains, et qui sont vraiment les grandes vedettes, deux des grandes vedettes du théâtre du gymnase. Je cite. Je trouve ça toujours intéressant de voir la situation. « Eh bien, monsieur Poujol, criait Montigny, du fond de la salle où il suivait les répétitions. Qu'est-ce que vous avez donc qui vous arrête? Vous paraissez gêné. Monsieur, c'est cette chaise qui me barre la route et me force à demeurer trop loin de mademoiselle Pierson avec qui j'ai à causer. Cette chaise vous gêne? Eh bien, prenez-la. Jouez avec elle. Appuyez tout en parlant vos mains sur le dossier. Faites-la pirouetter. Et puis, au bout d'un petit moment, mettez-la franchement de côté et passez comme si vous étiez chez vous. Et vous, mademoiselle Pierson, ne l'écoutez pas d'abord. Prenez ce livre qui est sur la table et feuilletez-le d'une main distraite. Ou, plutôt non, ce serait peut-être affecté. Faites n'importe quoi, tenez ce que vous faites en ce moment. Regardez la broderie de votre mouchoir. Poujol pose sa chaise bruyamment, il s'impatiente, le bruit vous fait hausser la tête, et vous vous levez brusquement et vous le regardez bien en face. Regardons à nouveau deux exemples justement sur cet art de l'ensemble, deux exemples de relevés de mise en scène illustrant cette idée. Le premier concernant le deuxième acte de la comédie L'Ami des femmes d'Alexandre Dumas-Fils, créé le 5 mars 1864 sur la scène du théâtre du gymnase, illustrant l'entrée des différents personnages lors de la deuxième scène. Chacun va s'installer, chacun se moue quelque part, donnant ainsi un équilibre idéal et naturel sur la scène. Jeanne, avec mademoiselle Hackendorf, venant de la gauche, entre par le fond, suivi de Leverdet et de Balbine. Des targettes se lèvent, de Montaigne s'efface à droite. Donc vraiment, je trouve ça assez intéressant. Très régulièrement dans les relevés de mise en scène, donc il y a des précisions, mais on va dessiner, et tout de suite on est vraiment dans le visuel. Donc on voit qu'ils arrivent tous du même endroit, mais ils vont tous s'installer. Il y a notamment Balbine on reconnaît un dessin de piano, donc il y a à la fois cette volonté de quelque chose de plutôt naturel, mais aussi de ne pas oublier l'équilibre de la scène, qu'il y ait quelque chose de cet art de l'ensemble. Un second relevé de mise en scène qui est aussi intéressant, toujours de Philibert d'Émile Augier, celui-ci, qui une nouvelle fois découpe les mouvements très précis des personnages à un moment donné, ainsi que leur placement final suite à ces mouvements. Donc là, on est au milieu d'une scène, et on peut voir qu'effectivement, il y a des déplacements très directs. Par exemple, Julie va aller directement d'un endroit à un autre, mais on va pouvoir voir que le personnage du duc va zigzaguer, qu'il va marcher un peu avec la marquise, etc. Donc on est obligé de faire tous ces schémas pour faire comprendre, puis juste après, on voit où
où tout le monde est installé par la suite. Donc je trouvais ça assez intéressant de le suivre. Si vous voulez, je pourrais aussi développer un peu sur ces relevés de mise en scène, puisque ce n'est pas des relevés de mise en scène que Montigny a dessinés et a fait lors de ses mises en scène, mais c'est plutôt lorsqu'on voulait reprendre la pièce, on voulait vraiment reprendre la pièce de la manière la plus fidèle possible, et donc c'est là qu'il y avait tout un travail en régie des régisseurs. Au-delà de son travail avec les comédiens, Montigny travaille avec minutie sa mise en scène et son décor, allant jusqu'à un naturalisme très extrême, qualifié donc de vérité photographique, comme annoncé plus tôt. Si la scène se passait dans un bureau, il était évident que l'encrier contienne de l'encre véritable. Si la scène se déroulait lors d'un dîner, l'horloge devait être adaptée. Il va même jusqu'à retirer le trou du souffleur qui n'a rien à faire dans un salon, dans une chambre ou dans une cuisine. Il arrive qu'il utilise de la nourriture réelle sur la scène, telle que dans la pièce Pierre Gendron d'Henri Lafontaine et de Georges Richard, une adaptation très proche d'un texte de Zola, créé le 12 septembre 1877 sur la scène du théâtre du Gymnase, illustrant une théorie qui va être surnommée par les journalistes la théorie du gigot à l'ail. Et ici, alors très étrangement, je vais m'auto-citer parce que j'en ai parlé dans un article récemment qui s'appelle « On mangera de véritables côtelettes, mise en scène de repas sous la direction de Montigny au théâtre du Gymnase ». Je cite « À la 7e scène du 4e acte, le personnage de Madeleine entre avec un beau gigot, un vrai gigot à l'ail, fumant et saignant, et découpé en véritables tranches. L'utilisation surprenante d'une réelle viande sur la scène amène certains journalistes à aller jusqu'à parler de théorie et d'esthétique de ce gigot à l'ail, marquant ainsi un cap dans cette volonté de vérité sur la scène. Ici, Montigny va même au-delà de l'illusion, puisqu'on a véritablement de la nourriture sur la scène. Je pourrais aussi en reparler si vous le souhaitez, parce que pour des questions de budget et pour d'autres raisons, bien évidemment, il n'y aura pas systématiquement de la vraie nourriture sur la scène, et c'est un petit peu les limites. Alors, je voulais vous montrer, vous parler très brièvement du demi-monde d'Alexandre Dumas fils, qui est une pièce qui est créée le 20 mars 1855, qui va devenir la référence, je cite, de la mise en scène moderne. Désiré Nisard va écrire à son propos « Le même jour voyait à la fois une œuvre originale et l'art de la mise en scène matérielle porté à la perfection ». Donc c'est vraiment une mise en scène qui va marquer et faire du renouveau, un vrai renouveau pour le théâtre du Gymnase, pour Alexandre Dumas fils et pour Montigny, puisqu'en 1856, Montigny est considéré comme le plus grand metteur en scène de tout Paris, je prends certaines citations, et d'ailleurs Charles de Larouna en 1875 ajoute « Si l'art de la mise en scène n'eût point existé déjà, il l'aurait inventé. Il a élevé, agrandi, enrichi, émancipé de la façon la plus intelligente et la plus heureuse. » Ce qui est assez flagrant dans le demi-monde et ce qui va beaucoup marquer, c'est que dans les critiques et dans les retours, on retrouve essentiellement les termes naturel, vivant, vrai, réaliste. Le comédien Dupuis, qui est un autre comédien à succès du théâtre du Gymnase, qui va faire le rôle d'Olivier, joue tellement bien que certains journalistes vont même dire qu'on oublie qu'il joue et on a l'impression de voir vraiment un homme vivre sa vie quotidienne sur scène. Donc pour conclure, je voulais vous montrer des petits extraits des relevés de mise en scène très rapidement du demi-monde, où on voit qu'il y a énormément de placements et on a ces fameuses tables placées un petit peu au milieu de la scène. Alors pour conclure, puisque je ne vais pas avoir le temps de développer plus sur la mise en scène de Montigny et sur cette illusion du réel, je voulais vraiment m'attacher pour changer un petit peu à son travail avec les comédiens. Je trouvais ça assez intéressant puisque c'est assez essentiel dans cette illusion de la vérité. Je pourrais juste ajouter que Montigny effectue ce travail dès le travail d'écriture avec les jeunes auteurs dramatiques. Alors, j'ai écrit jeunes auteurs dramatiques, en réalité, c'est pas tant ça le cas, c'est les auteurs dramatiques qui viennent travailler avec lui. Il va vraiment trouver la phrase qui va être la plus juste ou alors l'action qui va être la plus juste pour que le spectateur et le public puissent croire être dans cette illusion de vérité. Je peux aussi ajouter que le travail de Montigny influence les autres scènes de la capitale et les autres artistes avec ce qu'Arnold Mortier surnomme ses tableaux vivants. En 1872, le critique Francisque Sarcey, que j'ai cité un peu plus tôt, précise que pour lui, le comble de l'art théâtral était de serrer la réalité du plus près qu'il était possible, et ajoute qu'au Gymnase, la mise en scène telle que la comprenait Montigny était, selon lui, l'idéal poursuivi par les auteurs, adopté par le public. Dans cette même lignée, le journaliste raconte que l'auteur dramatique Henri Meillac lui confie, je cite, « C'est au vaudeville, c'est au Gymnase qu'il faut les chercher, les comédies. C'est là que s'est réfugié l'art moderne. » Et je termine sur cette phrase et je vous remercie.